Hola, cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time horreur. Je suis désolée du retard de cette vidéo que je devais vous faire, mais je devais à la base partir que pour le week-end au Maroc et je me suis retrouvée en fait à prolonger mon séjour. J'en suis sûre, ils sont en train de se dire, mais pourquoi elle a ses lunettes de soleil? C'est parce qu'en fait, il n'y a aucun support et j'ai réussi à caler en fait mon téléphone sur une fenêtre. Mais le soleil, il est vraiment trop éblouissant et après, je vais trop froncer les sourcils. Donc, vous allez m'excuser pour cette fois-ci, mais je vais le faire avec les lunettes. Je sais que vous m'en voudrez pas. Donc, on va commencer par la story time horreur. Et après, la deuxième histoire, ce sera l'histoire de sorcellerie. Donc, je vais vous laisser le temps de prendre votre petit snack, de vous poser confortablement où que vous soyez. Bien évidemment, pour les plus courageux d'entre vous, d'éteindre vos lumières et de mettre vos écouteurs. Et quant à nous et quant aux autres, on se retrouve juste après. Si vous saviez comme j'ai peur, mon téléphone, il est sur la vitre et elle est chaude. Et Inch'Allah, que mon iPhone, il meurt pas. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cette nouvelle storytime horreur, elle se passe où? Elle se passe في دول الخليج, dans les pays du Golfe, mais précisément في دول الإمارات, dans les pays des Émirats Arabes Unis. Donc cette histoire, elle se passe précisément à l'Ain. L'Ain, c'est à côté de Fujairah, Sharqa, ou comme on dirait Sharjah, Dubaï et tout ça. C'est dans ces bourgades-là que l'histoire que je vais vous raconter, elle se passe. Avant de commencer aussi, je suis désolée des bruits de circulation, s'il vous plaît. Celle qui nous raconte son histoire, aujourd'hui, elle s'appelle Khouloud. Khouloud, elle dit que elle est issue d'une usra, ça veut dire d'une famille qui a beaucoup de moyens, ils sont pas des gens à plaindre. Et son père, c'était quelqu'un de très aimant. Sa mère, pareil, elle s'entendait très bien avec ses frères et sœurs. Mais elle avait une différence avec eux. C'était quoi cette différence? La différence qu'elle avait avec eux, c'était que Khouloud, elle, sa passion, c'était écrire. Elle adorait, elle des histoires, écrire des histoires et surtout, elle aimait beaucoup la poésie, écrire al-sha'r. Al-sha'r, ça veut dire des poèmes et tout ça. Et souvent, quand son père, donc à côté de son boulot, etc., il avait une grande passion qui était en fait d'avoir des chameaux, des dromadaires. Souvent, les hommes du Golfe qui sont fortunés, même ceux qui le sont moins, ils ont toujours au moins un chameau, voire deux, etc. Mais lui, il avait vraiment un troupeau de chameaux, de dromadaires. Et il avait aussi, il avait aussi des animaux comme des moutons, des chèvres, etc., etc. Et il allait à Al-Bar. Bar, c'est le désert. Il avait en fait son campement où il y avait sa ferme, on va dire comme ça va être plus simple. Sa ferme, elle était basée dans le désert. Donc, il avait fait une superbe installation d'une tente très moderne, hein, comme la tente dans laquelle j'étais durant mon dernier séjour ici à Marrakech. Il y a une tente vraiment où tu as tout le confort possible et imaginable. Et donc, son père, il partait souvent là-bas quand c'était les week-ends et tout ça, pour être auprès de ses bêtes et tout, parce que voilà, c'était son kiff, c'était sa passion. Et Khouloud, elle partait toujours avec son père. Lèche. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, elle trouvait beaucoup d'inspiration, de calme, de joie, de gaieté, et pour pouvoir écrire les poèmes et les poésies dans le plus grand des calmes. Et donc, elle préférait partir cette petite évasion-là avec son père. Bon, ce jour-là, au moment où son histoire va commencer, son père il vient la voir, il lui dit c'est quoi ma fille, je vais partir aujourd'hui à la ferme, si tu veux tu viens avec moi.
Khouloud, elle a dit oui, parce que ça faisait quelque temps, parce qu'elle était dans sa dernière année de lycée, puis après elle allait aller à l'université. Elle était à fond dans ses examens et tout ça. Et en fait, elle avait envie de un peu relâcher la pression. Donc, quand son père lui a fait cette proposition, elle s'est dit super, ça va me faire du bien, je vais décompresser et je vais pouvoir écrire mes poèmes et mes poésies, etc. Donc, elle part avec son père. Donc, ils arrivent, son père, il retrouve les personnes qui travaillent pour lui. Quand lui, il n'est pas là-bas à la ferme, il a des gens en fait qui travaillent pour lui, qui s'occupent de ses bêtes et il est occupé avec eux. Donc, sa fille, elle lui dit, tu sais quoi, papa, je vais aller m'asseoir auprès des chameaux, etc. Et je vais commencer à écrire mes poèmes, etc. Ne t'inquiète pas. Son père, il lui dit, vas-y, Abneiti. Il lui dit, vas-y, ma fille, t'inquiète. S'il te faut quelque chose, tu m'envoies un message. Elle lui dit, ok. Donc, voilà Khouloud qui s'est éloignée un peu du campement. Et elle arrive là où il y a les dromadaires, les chameaux, s'assoit dans une petite place à l'ombre, elle se met bien. Elle sort de son sac ses cahiers et ses stylos et elle commence à écrire, à aller loin dans ses pensées pour sortir des vers extraordinaires, pour avoir des rimes très belles et cohérentes. Et elle est là, et elle écrit, elle écrit. Et quand elle a fini, elle est satisfaite de son poème. Donc, ce qu'elle aime faire, elle, c'est après, en fait, le lire à haute voix. Et en même temps, comme si elle le mimait, comme si elle le jouait. Elle s'imprègne vraiment de son texte et elle est là et voilà, elle débite, elle lit son nouveau poème. Et elle avait écrit un poème d'amour. Sha'ar mal al-hub. Vraiment une belle poésie d'amour poignant. Donc, elle lit son poème à la perfection. Mais au bout d'un moment, on arrive à l'heure où le soleil, il était en train de se coucher. Donc, l'heure de la prière de Maghrib, de la fin de journée. Et elle est là, elle fait son poème, Et tout à coup, elle va entendre des pas venir vers elle. Mais elle voit personne. Donc, Tesmeh Khatawat. Et pas quelqu'un qui est en train de marcher, pardon. Mais quand elle tourne la tête à gauche, à droite, elle se penche, elle regarde, Matchoufché, elle voit rien du tout. Elle se lève et tout d'un coup, en se concentrant bien, elle voit que le son, il vient de là où il y a les chameaux et les dromadaires. Et en regardant encore mieux, elle voit venir vers elle un monsieur. Elle reconnaît que c'est un homme parce que l'abus Jelabiya Baïda. Il a, vous savez, les tenues du golf là, qu'ils ont les hommes de Dubaï, les djellabas blanches, je vous mettrai une photo, pour ceux qui ne savent pas. Elle voit ça et elle voit que cet homme-là, il a des cheveux longs, blancs, jusqu'aux épaules, et il s'avance vers elle. Et il est vieux. Et elle a peur parce que, voilà, le campement de son père, il est quand même un peu éloigné. Et il n'y a personne des gens qui travaillent pour son père, il n'y a personne avec elle. Elle est vraiment toute seule. Mais elle ne veut pas montrer à cet homme qu'elle a peur de lui ou qu'elle le craint. Donc, ce qu'elle va décider de faire, c'est tarhabé. Ça veut dire qu'elle va l'accueillir. Elle va se lever et elle va lui dire « Salam alaikum ya ammi, shlonek » Bonjour mon oncle, comment vas-tu? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Est-ce que vous cherchez quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Et plus elle est en train de lui parler comme ça, et plus ce vieil homme, il approche vers Khouloud, il vient vers Khouloud, et il reste 1 mètre entre eux. Et il la regarde et il lui rend son salam, il lui dit alaykoum salam, shlonek, ça veut dire, il lui rend le bonjour et il lui dit comment elle va. Khouloud, elle lui dit Zayn, alhamdoulilah, mashkour, elle lui dit merci, je vais bien. Après, elle lui dit Ammi. Bon, les amis, ça s'était coupé parce que la chaleur, comme je vous ai dit, j'espère que là, ça va pas se recouper. Sinon, à chaque fois, c'est pas grave, je reprends et tant pis, on va y arriver. Et donc, elle lui dit mon oncle, ça va bien, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. Et le mec, il lui dit non, le vieux, pardon, non, j'ai pas besoin d'aide, etc., etc. Bon, Khouloud, elle répond pas.
Puis après, lui, comme elle voit qu'il la regarde et il n'a pas l'air de vouloir décoller de l'endroit, elle lui dit est-ce que vous habitez dans le coin? Le vieux, il la regarde et il lui dit oui, j'habite juste à côté. Et là, Khouloud, elle fait un regard à gauche, à droite, elle regarde, mais elle sait très bien qu'il n'y a personne qui habite aux alentours. Parce que déjà, on est dans le désert, il n'y a que le campement de son père avec ses animaux et les gens qui travaillent pour lui. Mais pour trouver d'autres personnes autour, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Donc là, elle est troublée et tout, et elle voit que le vieux, il la regarde assez bizarrement, assez durement, avec assistance. Et elle allait lui poser une question, et Khouloud, elle le coupe, elle lui dit « Oh là là, je suis vraiment désolée, je dois y aller, mon père, il va me gronder, il va m'engueuler parce qu'il m'avait dit de ne pas rester dehors jusqu'à cette heure-ci, etc. » Elle lui invente un mensonge et elle s'en va. Et elle se met à courir et elle se retourne. Elle voit que le vieux, il n'a pas bougé et qu'il est en train de la regarder avec des yeux, elle a dit, méchant, malchar, ça se voit que c'est une mauvaise personne, tu vois. Donc la pauvre, elle arrive en 4e vitesse auprès de son père. Son père, il lui dit, mais qu'est-ce que t'as, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Elle est essoufflée, elle n'est pas bien, elle a peur, elle a l'image en tête de ce vieux, comment il l'a regardé, comment il respirait et tout ça. Et là, elle raconte à son père, elle dit, papa, j'étais auprès des animaux et j'étais en train d'écrire mes poèmes. Et après, je me suis mis à les lire à haute voix. Et quand j'étais en train de les lire, j'ai vu et entendu un monsieur qui est venu vers moi. Je ne sais pas d'où il est sorti. Il est sorti de nulle part. Et il m'a posé un peu de questions. Mais moi, je n'avais pas envie de lui parler. Je me suis sentie très mal à l'aise dans sa présence. Il fait peur. En plus, il a des yeux vraiment, papa, je te jure, ils sont effrayants et tout. Et elle voit que son père, en fait, il la regarde. Il n'a pas plus de réaction que ça, à part, il dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et il lui dit, ma fille, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, quand tu viens avec moi à la ferme, tu ne t'éloignes plus toute seule jusqu'à cette heure-ci, jusqu'au Maghreb, parce que celui que tu as vu, je ne sais pas si je dois te dire, je ne sais pas si je dois pas te le dire, mais en fait, c'est pas un humain. Ce que tu as vu, c'est un djinn, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est pas un humain, c'est pas un humain que tu as vu. Et Khouloud, là, elle a peur, elle dit, hein, qu'est-ce que tu es en train de dire, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je lui dis, oui, ce que tu as vu, en fait, t'inquiète pas, moi aussi, je l'ai déjà vu. Les gens qui travaillent pour moi aussi l'ont déjà vu. Il nous a jamais fait du mal, mais ma fille, il faut pas vraiment que tu t'éloignes, surtout tu es toute seule et tu racontes de la poésie comme ça à haute voix et tout ça, tu peux attirer. Surtout qu'en plus, c'était l'heure de Maghreb. Et on sait très bien qu'à l'heure de Maghreb, c'est l'heure où ces choses-là, elles sortent, quoi. Et donc, il lui a dit de plus faire ça. Et elle dit à son père, ok. Et après, ils prennent la voiture et ils rentrent chez eux. Donc, elle est arrivée chez elle. Ils ont dîné en famille. Elle a fait ses devoirs, elle a fait sa douche. Et c'était l'heure pour elle de se coucher. Et elle dit que cette nuit-là, subhanallah, quand elle dormait, elle a rêvé du vieux. Elle a fait un cauchemar. C'est pas rêver. Qu'est-ce qu'elle a fait comme rêve? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a dit qu'elle s'est vue à la ferme de son père, à l'endroit exact où elle était assise. Elle se voyait réciter sa poésie, réentendre les pas du monsieur et le voir devant elle. Et là, elle s'est levée. Sauf qu'elle l'a vu avec un autre visage, mais il était reconnaissable que c'était le vieux, mais il était vraiment effrayant. Elle voulait crier, qu'elle voulait s'enfuir, qu'elle voulait faire plein de choses pour partir de devant lui, quoi, parce qu'elle sentait comme si qu'il voulait l'attraper. Et elle dit qu'elle a vu qu'il a fait comme apparaître une fumée noire. Et elle a dit que cette fumée noire, elle est venue vers elle. Et ça a commencé à faire autour de son corps comme des tourbillons, cette fumée. Et elle disait, plus ça faisait des tourbillons autour de son corps, plus elle sentait que son corps et tout ça, elle devenait comme pétrifiée, comme si qu'il était en train de l'attacher en fait. Et qu'elle essayait d'écarter ses mains, mais elle n'arrivait pas parce que elle était comme prise au piège, envoûtée, sous un envoûtement que lui, il était en train de dire, réciter.
Elle a dit qu'elle entendait sa voix distinctement, mais qu'elle ne comprenait pas les paroles qu'il était en train de dire, mais qu'elle sentait juste son corps qui était en train de... Voilà, comme si elle était en train de se faire ficeler, quoi. D'un moment, cette fumée noire, elle est descendue par terre, entre ses jambes, elle est rentrée sous la terre. Elle a dit quand la fumée elle est rentrée sous la terre, elle a senti comme si elle reprenait un peu de force et que ses membres ils étaient détachés et qu'elle pouvait s'enfuir. Et elle a commencé dans son rêve donc à s'enfuir, à courir. Et à chaque fois qu'elle se retournait, elle voyait le vieux qui la regardait avec cette tête effrayante et qui lui faisait un sourire vraiment flippant. Elle hurle si bien que ses parents, ses frères et sœurs, tout le monde vient dans sa chambre. Sa mère, elle vient auprès d'elle, elle lui met la main sur la tête, elle commence à lui réciter du Coran. Et Khouloud, elle pleure, elle tremble de tous ses membres, elle n'est pas bien. Son père, il lui dit, qu'est-ce que t'as ma fille, qu'est-ce qui t'arrive, etc., etc. Il lui dit, écoute, papa, tu sais, je viens de rêver, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé du monsieur que je te dis que j'ai vu à la ferme. Quand elle dit à son père qu'elle a rêvé ce monsieur, son père, il a mal au cœur et il s'en veut. Et il va lui dire, ouais, c'est de ma faute, j'aurais pas dû te dire, parce que maintenant, ça y est, tu vas t'imaginer plein de choses, tu vas avoir peur. Et Khouloud, elle pleure, elle dit, non, je te jure, papa, je me suis pas imaginé, je l'ai revu, je l'ai revu, je l'ai revu. Son père, il lui dit, je te crois, t'inquiète pas, ma'alek yabniti rib salat, il va dire, t'inquiète pas, ma fille, fais juste tes prières, lis des invocations, lis tes protections, et t'inquiète pas, rien va t'arriver. Khouloud, elle lui dit, d'accord. Et après cette nuit, elle n'a rien eu, mais elle a dit à partir de là, c'est là que son cauchemar il a commencé. Parce qu'elle a dit des moments, elle était dans sa chambre toute seule, en train de réviser, ou juste dans sa chambre en train de chill, mais elle sentait qu'il y avait le vieux avec elle dans la chambre, parce qu'elle sentait des respirations, elle sentait une masse près d'elle, elle avait beaucoup de ressentis bizarres. Elle a dit par exemple, des fois elle parlait avec son père, ou bien sa mère, et elle sentait en fait qu'entre son père ou bien sa mère, au milieu, il y avait quelqu'un entre eux qui était là. Des fois, quand elle était dans son sommeil, comme une masse qui est en train de s'allonger dans son lit. Et elle sentait du souffle, quelqu'un qui était en train de respirer fort, ou quelqu'un qui essayait de la palper, de la toucher d'une manière qui n'était pas appropriée, etc. Et elle criait, et quand elle criait encore, sa famille venait, il récitait sur elle. Après, des fois, sa mère est restée avec elle toute la nuit, elle dormait. Et elle se sentait bien, se sentait protégée. Même quand elle voulait aller faire la douche, ou bien juste, hachakoum, aller aux toilettes, elle laissait la porte entrouverte et il fallait que sa mère, elle soit là et qu'elle parle avec elle durant, par exemple, tout le temps où elle était aux toilettes ou durant tout le temps où elle était dans la salle de bain parce qu'elle avait peur. Parce que le vieux, il va commencer, cette chose, elle va commencer en fait à lui sortir en live. C'est-à-dire que des fois, elle était dans sa chambre, sur son lit, elle voyait le vieux, elle apparaissait dans un coin de sa chambre. Et quand elle se levait, elle commençait à crier et tout ça, il disparaissait. Une autre fois, il vient carrément dans son lit, quand elle se retourne, comme ça, elle sentait qu'il y avait quelqu'un. Quand elle ouvre ses yeux, elle trouve le vieux qui est en train de sourire avec une tête chelou et qui fait peur. Et elle hurlait et tout ça, il commençait vraiment à souffrir, à être dans le mal. Mais bon, ses parents, ils lui disaient, c'est rien, c'est moi qui, j'avais allumé la bouillotte, c'est pas grave. Ses parents, ils lui disaient juste de faire des protections, des invocations, réciter le Coran, de tenir sa prière, et ça irait. Ils n'ont pas pensé tout de suite à dire qu'ils vont la ramener voir un imam ou un shir, parce qu'ils ne pensaient pas en fait que ça allait arriver, que ça allait aller jusqu'à ce stade-là, parce que pour eux, comme elle avait vécu cet événement, ça faisait pas si longtemps que ça, pour eux, en fait, ça allait passer. Khouloud, elle dit qu'elle a commencé à remarquer que, par exemple, pendant des 3-4 jours, elle était tranquille. Et donc, pendant les 3-4 jours où elle était tranquille, elle pensait que le vieux, ça y est, il est parti, il n'allait plus revenir, cette chose maléfique n'allait plus revenir l'embêter. Mais hop, jusqu'à qu'il réapparaît à chaque fois. Et au bout d'un moment, elle ne voulait plus en fait aller se plaindre chez ses parents ou se confier avec ses frères et ses sœurs. Elle gardait ça pour elle, elle souffrait en silence. Elle commençait vraiment trop à en souffrir de cette situation. Mais comme je vous ai dit,
Elle ne voulait pas aller, comme elle dit, elle, prendre la tête à sa famille avec ça. Elle pensait qu'elle allait assumer et y arriver toute seule et qu'au bout d'un moment, de toute façon, comme si elle attendait qu'il allait se lasser, se fatiguer et disparaître de sa vie, tout comme il avait apparu, quoi. Et donc, elle continuait, elle, sa vie à côté normalement, c'est-à-dire sortir avec ses amis, continuer ses études. À l'arrivée, je vous ai dit, elle était dans sa dernière année de lycée. Donc, les examens arrivaient, elle révisait, elle a passé ses examens. Elle les a obtenus, elle a obtenu de très bonnes notes et donc, elle a pu en fait s'inscrire dans l'université qu'elle visait depuis des années. Elle était un peu éloignée de sa maison. Donc, en fait, elle ne voulait pas avoir la pression des allées, venues, etc. Donc, elle demande à ses parents qu'ils lui prennent directement là-bas une chambre d'étudiante avec d'autres talibats, c'est d'autres élèves et qu'elle reviendrait les week-ends. Donc, ses parents, ils acceptent parce que eux, ils voulaient juste son bien-être et qu'elle soit bien. Et comme ils voyaient qu'il ne lui parlait plus de cette histoire du vieil homme qu'elle voyait dans ses rêves et dans sa chambre, etc., etc., ils pensaient que ça allait encore mieux la soulager et que ça allait lui faire du bien d'être qu'avec des filles de son âge et à fond dans ses études. Elle tombe dans une chambre, ils sont 3, où il y a 2 filles qui sont comme elle, qui aiment les études, rigoler et tout ça. Ils s'entendent directement, le feeling entre elles, tout y passe. Un jour, ils discutent avec ses camarades de chambre, ses 2 amies, maintenant c'était devenu ses copines. Et elle leur dit, vous savez, je vous ai jamais dit, mais moi j'ai une grande passion. Ses copines, ils disent, ouais, c'est quoi cette passion ? Donc, elle leur dit, vous savez, moi, j'écris des poèmes et des poésies. Si je vous les lis, c'est sûr que même si vous n'êtes pas amoureuse, vous allez avoir envie de tomber amoureuse directement. Ses copines, elles rigolent. Elle dit, bah vas-y, tente l'expérience sur nous. Et si on te valide, ça veut dire qu'on a besoin, nous aussi, de trouver notre Roméo. Comme elles avaient dit en arabe, Roméo et Juliette, ça se dit Qays ou Leïla. Donc, elles ont dit, comme ça, nous aussi, on va trouver le Qays Malna. On va trouver notre Roméo. Là, Khouloud, elle va jouer son rôle à fond. Elle va se lever sur son lit. Elle va prendre son cahier. Elle va l'ouvrir. Et elle va commencer, comme je vous ai dit au début de la vidéo, elle, quand elle raconte, elle lit ses poèmes, elle les vit. Donc, elle est là, elle fait des grands gestes, elle se met comme ça, et allez, elle débite. Et ses copines, ils étaient là, bouche bée, la bouche grande ouverte, elles étaient choquées. Et elles voyaient que leur copine, vraiment, elle avait un don, elle faisait des rimes très, très belles, et les paroles, elles sont là, elles vivent avec elle ce moment-là. Et à un moment, Khouloud, elle va bloquer. Elle va rester comme ça. À trembler. Et ses copines, ils rigolent. Parce qu'ils pensent qu'elle essaye de leur jouer un tour ou qu'elle essaye de leur faire peur. Donc ils lui disent, oh c'est bon Khouloud, allez, vas-y fini, on était bien, tu partais bien. Khouloud, elle est vraiment bloquée. Et elle tremble la tête aux pieds. Et ses copines, ils commencent à voir qu'elle a des larmes qui commencent à couler. Et elle n'est pas bien. Et qu'elle commence à respirer fort. Elle est dans le stress, elle n'est pas bien. Pourquoi elle n'est pas bien? Khouloud, quand elle était en train de lire son poème, le dernier poème qu'elle avait lu dans la ferme de son père, il y a plusieurs mois de ça, et qui lui avait fait rencontrer cette chose maudite, ce vieil homme, cette chose, elle voit cette chose, ce démon, ce vieil homme sortir du mur derrière lequel une de ses colocataires de chambre était assise, donc comme s'il venait genre derrière son dos. Il était comme ça, là je suis la copine de Khouloud, et la chose en fait, elle était debout derrière elle, en train de regarder Khouloud et de lui faire un sourire et de lui dire genre continue. Et Khouloud, au bout d'un moment, elle va réussir à crier. Et quand elle va crier, elle va tomber sur son lit, elle va commencer à pleurer, à mettre ses mains sur son visage. Ah non, il est là, regardez, il est là. À crier comme ça, et ses copines qui ne comprennent rien. Donc ses copines directement, elles la maintiennent, elles commencent à lui réciter du Coran, à lui dire Bismillah, Bismillah, Bismillah. Il y en a une qui prend son téléphone, qui met une sourate. Khouloud, elle est pas bien, elle crie, elle pleure, il est là, il est revenu, il est là.
Et la pauvre, elle était tellement en train de crier, hurler, que même les autres filles de l'internat, qui sont dans des autres chambres, etc., ils vont tous venir dans la chambre de Khouloud. Ils n'arrivent pas à la calmer, ils n'arrivent pas. Et Khouloud, elle est là, elle pleure. Il y a même celle qui s'occupe d'elle, de l'internat, c'est-à-dire qui rangent leur chambre, qui leur font à manger, etc. La plupart de ces femmes-là, c'était des femmes issues de l'Éthiopie, c'était des Éthiopiennes. Tu as eu toutes ces femmes éthiopiennes. Tu as eu la directrice de l'internat qui était même présente dans la chambre et qui essayait toutes de la calmer, qu'ils étaient toutes tristes pour elle, qu'ils étaient tous en train de réciter du Coran. Elle n'arrivait pas, Khouloud, à se calmer. Elle n'arrivait pas. Au bout d'un moment, elle s'est levée, elle a regardé dans tous les gens qui étaient là, elle n'a pas vu le jus. Par contre, elle remarque quelque chose, que tout le monde, que ce soit les élèves, la directrice, les responsables, les femmes éthiopiennes, elles avaient toutes mal au cœur pour elle, elles étaient toutes en train d'essayer de la calmer et tout ça, sauf que dans toutes les femmes éthiopiennes, elle en remarque une qui a un sourire jusqu'à là et qui la regarde comme si elle dit Khouloud, ça voulait dire ce n'est que le début, ce n'est que le commencement, tu n'as rien vu. Parmi tous les visages qui étaient là, parmi toutes ces personnes, il n'y avait que elle, on dirait, qui était contente de ce qui était en train d'arriver à Khouloud. Et Khouloud, elle l'a remarqué directement. Mais elle n'a pas pu parler. Elle était tellement pas bien qu'elle n'arrivait pas à parler. Bon, quand ils ont réussi à la calmer et tout ça, tout le monde est reparti de son côté. Et ses copines, ils sont restés à parler avec elle. Ils m'ont dit peut-être que tu t'es imaginé, ou t'inquiète pas, ou voilà, récite, écoute du Coran, mets du Coran dans tes écouteurs là quand tu vas t'endormir. Et t'inquiète pas, Radi kun ghayr khair, il y aura que du khair, il y aura que du bien, t'inquiète pas, c'est juste un mauvais mood, ça va passer. Khouloud, elle leur dit ok comme ça. Juste en fait, comme elle dit, juste pour qu'ils se taisent, parce que c'est elle qui savait ce qu'elle voyait et ce qu'elle vivait. Bon, le matin tôt, Khouloud déjà, elle n'avait pas dormi de la nuit, elle n'était pas bien. Elle se lève avant tout l'internat, elle veut aller prendre une douche avant de débuter sa journée de cours. Et il faut savoir que la salle de bain, elle était tout au fond du couloir, éloignée. Mais elle y va quand même. Elle y va, elle marche. Et quand elle arrive pour entrer dans la salle de bain, elle voit la femme éthiopienne de la veille qui lui faisait des sourires, qui n'était pas triste pour elle, qui était comme en train de la narguer, en train de la mettre au plus mal, qui sort de là-bas. Et elle porte toujours en elle ce sourire mesquin, ses yeux mauvais. Et elle s'approche de Khouloud et elle la regarde la tête en bas et elle lui dit, tu sais quoi ma chérie, toi en fait ce que tu as, c'est que tu as un djinn amoureux, a'oudou billah, inti fik djinn al-hashiq. Toi tu as en toi un djinn amoureux. Et après elle a dit, Khouloud, quand elle lui a dit ça, elle l'a regardé en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça j'ai un truc qui est amoureux de moi? Et elle a commencé à parler dans une autre langue, Khouloud, qu'elle ne comprenait pas. Et elle a rigolé, elle a éclaté de rire. Et elle s'est éloignée. Et Khouloud, elle se retourne, elle la regarde partir. Et l'autre qui rigole. Et Khouloud, elle la suit jusqu'à ce qu'elle disparaisse, quoi. Jusqu'à qu'elle a tourné dans le couloir, elle ne la voyait plus. Et Khouloud, elle est là. Elle tremble de la tête aux pieds. Elle tremble de la tête aux pieds. Et elle ne sait pas comment réagir. Et donc, elle a peur de rentrer toute seule dans la salle de bain. Donc, ce qu'elle va décider de faire, c'est simplement refaire demi-tour et retourner dans sa chambre. Et dans sa tête, elle a les paroles de cette femme éthiopienne. Bon, elle fait sa journée de cours. Tout se passe bien. Et puis, aux alentours de 19h, les filles de l'internat et elles, ils ont l'habitude en fait de se retrouver tout ensemble en bas où il y a la télé, il y a des jeux, c'est comme il y a une cafette et tout, elles sont là et puis chacune, ils parlent de la vie de tous les jours.
Et ses copines donc de chambre, elles décident, elles, de descendre là où toutes les filles se retrouvent. Et elle propose à Khouloud de venir avec elle. Et Khouloud, elle leur dit non, écoutez, j'ai pris trop de retard sur des devoirs, je suis obligée de les finir, sinon je vais tuer mon semestre. Les filles lui disent ok, bon, si tu as besoin de quelque chose, on a nos téléphones avec nous, tu nous envoies un message. Khouloud, elle leur dit ok. Donc ils partent. Et Khouloud, en fait, toutes les filles qui étaient dans son couloir, eh ben, ils étaient toutes aussi descendues en bas. Il n'y avait que elle. Et donc, il régnait un silence vraiment lourd. Et au bout d'un moment, Khouloud va sentir dans sa chambre une extrême chaleur. Une extrême chaleur. Et elle va commencer comme à avoir du mal à respirer. Mais tout ça, ce n'était pas des signes pour rien. Parce que qui va lui apparaître encore dans la chambre? L'homme, ce démon. Et il va lui parler. Et il va lui dire, je suis amoureux de toi. Je ne vais jamais te laisser. Tu ne vas jamais te marier. C'est moi, je vais me marier avec toi. Et Khouloud, elle commence à hurler, à crier. Mais tout le monde est loin. Et donc, elle va aller décider de se mettre dans un coin. Elle met ses mains sur la tête. Elle replie. Comme ça, elle est comme ça, replie ses genoux, elle crie, elle essaie de cacher ses yeux, elle ne veut pas regarder ce vieil homme et tout. Et elle crie, elle récite le Coran qu'elle connaît, elle dit les protections qu'elle connaît. Et la chose, elle lui dit, je ne vais jamais te lâcher. En plus, quand elle dit ça, c'est dehors. Vous inquiétez pas. Elle approche d'elle, il y a la fumée noire autour de lui qu'elle avait vue dans ses rêves. Et elle commence à réciter le Coran, elle commence à réciter. Et lui, je ne vais jamais te lâcher. Je vais me marier avec toi. Et celui qui voudra s'approcher de toi, je vais le tuer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et Khouloud, elle crie. Et là, ses camarades, ils l'ont entendu. Ils ont tous commencé à courir vers la chambre. Et la pauvre Khouloud dans le coin, cachée, en train de crier, de réciter le Coran, de pleurer. Et quand ils arrivent à la faire revenir à elle, elle est là, elle tremble. Et là, il y a la directrice qui vient et qui lui dit Khouloud, vraiment, il faut que tu nous expliques là ce que tu as. Donc les autres, elles sortent et elle explique, elle raconte tout à la directrice. Et là, la directrice, elle l'écoute attentivement et elle lui dit, tu sais quoi, Yabnaïti, tu sais quoi, ma fille, je pense que cette chose, elle est vraiment en fait accrochée avec toi et qu'il va falloir que tu te soignes. Malheureusement, là, je vais être obligée d'appeler ton père parce qu'il va falloir que tu quittes l'internat parce que ça commence trop à perturber les filles et il faut que tu ailles te soigner et quand ça ira mieux, eh ben, tu reviens. Mais là, tu ne peux pas rester, je ne peux pas te laisser parce que les filles, ils commencent à avoir peur de toi et ils commencent à avoir peur d'être ici. Et ça va commencer genre à donner comme une mauvaise réputation à l'école. Khouloud, elle lui dit, il n'y a pas de problème, appelez mon père et tout ça. Moi aussi, j'ai besoin d'être soignée. Je le sens. Donc là, la directrice, elle appelle son père, le père de Khouloud. Et Khouloud, elle attend son père. Son père, il vient la chercher. La directrice, elle lui explique. Le père, il a trop mal au cœur. Il demande des excuses à Khouloud. Et il appelle sa femme. Il lui dit, écoute, vois auprès des gens de ta famille, moi je vais voir auprès des gens de ma famille, à moi aussi, de mon côté, s'il ne connaîtrait pas un bon cheikh, un bon imam qui peut soigner notre fille, parce que voilà, en vérité, je pense que la chose, elle est vraiment avec notre fille. Donc, la maman, c'est elle, ses connaissances qui vont lui donner un bon imam. Elle l'appelle, l'imam lui dit, il n'y a pas de problème, ramenez-moi votre prix dans l'après-midi. Donc, dans l'après-midi, le père, la mère et Khouloud, ils s'en vont chez l'imam. Donc, ils arrivent chez l'imam. L'imam, il commence à réciter. Et la Khouloud, la pauvre, elle se met à pleurer, à tomber, à avoir mal, à entendre comme la voix du vieux dans sa tête, mais à ne pas le voir, à être pas bien. Et quand il a vu l'imam que voilà, elle se fatiguait trop, que vraiment, voilà, en fait, elle est malade, il lui arrive quelque chose là. C'est vrai, tous ces dires, c'était réel, c'est pas une imagination et tout ça. Il va décider d'arrêter et il va dire au père de Khouloud, écoute, il faut que tu me la ramènes plusieurs fois parce que vraiment, en fait, ta fille, elle a un génie amoureux, elle a un djinn ashiq, elle a un démon qui est amoureux d'elle
Et pour pouvoir l'extirper, l'enlever du corps de ta fille, l'éloigner d'elle, il va falloir que ça se fasse sur plusieurs séances. Et là, le père, il était vraiment choqué, mal au cœur pour sa fille et tout, et il dit ok à l'imam. Et il rentre chez eux. Et le soir, Khouloud, elle est dans sa chambre, c'est la nuit, il est 2h30 du matin, et elle sent que le vieux, il est là en train de la regarder, elle ouvre les yeux, et ça n'a pas loupé, il est au pied de son lit, mais là, il avait une tête vraiment flippante, mais elle reconnaissait que c'est lui. Et il a commencé à lui crier dessus. Tu vas pas voir l'imam, tu vas plus chez cet imam, tu m'as fait du mal, ça m'a brûlé, tu arrêtes, sinon je vais commencer à faire du mal à ta famille, je vais te faire du mal et tu vas regretter. Moi, je suis juste amoureux de toi et toi aussi, il faut que tu sois amoureuse de moi. Et la Khouloud, elle va commencer encore à crier, à hurler, à réciter du Coran jusqu'à ce que ses parents ils arrivent. Dès que ses parents ils ouvrent la porte, en fait, la chose elle disparaît. Donc la mère avait encore décidé de dormir avec sa fille et quand elle dort avec sa fille, ben, la chose c'est comme si elle ne vient pas et Khouloud, c'est dans ces moments-là qu'elle peut être paisible et dormir paisiblement, etc. Et l'imam, il appelle le père et dit vous n'avez pas oublié Mou'idna, notre rendez-vous, c'est cet après-midi. Donc le père, il va aller voir Khouloud et lui dit écoute, j'ai 2-3 petits papiers à faire. Pendant ce temps, tu te prépares et après, je passe te prendre avec ta mère. Khouloud a dit ok. Donc Khouloud, elle se prépare et tout ça. Et à un moment donné, elle est dans sa chambre. Elle s'habille et elle voit en bas de la porte une fumée noire qui est en train de glisser. Elle ne dort pas, elle est réveillée. Elle la voit, cette fumée noire. Et elle dit que là, elle a failli mourir parce que la fumée noire, elle s'est transformée devant elle en un cobra. Sauf que le cobra, il va parler et il avait la voix du vieux. Et il lui disait, je t'ai dit quoi? Tu ne vas pas chez le shir, tu ne vas pas chez cet imam. Tu arrêtes, sinon je vais commencer à te faire du mal. Jusqu'à là, j'ai été patient, j'ai été gentil. Mon seul crime, c'est de t'aimer, d'être amoureux de toi. Je vais commencer à faire du mal à tes parents et à tes frères et à tes sœurs. Tu arrêtes. Et elle a dit, le charpent, il avait une peau. Le cobra, là, elle était ultra brillante, mais elle voyait les yeux de ce cobra, ils étaient rouges. Et elle a dit encore, la pauvre, à chaque fois, elle, quand elle a peur, c'est l'instinct, quoi. On se recroqueville sur nous-mêmes. Et elle était là, comme ça, pas bien, en train de crier, pleurer, réciter le Coran, dire Aoudou billah mina shaitanir rajim, etrakni, genre laisse-moi tranquille, rouh, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et après, la chose, elle va disparaître. Et Khouloud, la chaleur qu'il y avait dans sa chambre, et elle dit qu'aussi, il a commencé à sentir une odeur qui a retourné ses tripes. C'était infect. Elle voulait qu'une chose, c'est respirer. Donc, elle court vers la porte de sa chambre, elle ouvre la porte, elle tombe sur sa mère. Et sa mère, elle est en train de venir chez elle parce qu'elle a entendu les cris que Khouloud a faisait. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a, Khouloud? Et Charles, qu'est-ce qui est arrivé? Et Khouloud, elle lui raconte. Et sa mère a commencé à crier dans la maison. Elle a récité le Coran fort, a récité le Coran fort. Et là, le père, il arrive, il monte dans la voiture. Sa femme, elle lui dit, tu ne pouvais pas mieux tomber, regarde, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Le père, il est en panique, il dit, Aoudou billah mina shaitanir rajim, t'inquiète pas, ma fille, on est avec toi, tu vas voir, Inch'Allah, cet imam, il va te soigner, et tout ça, ça sera juste que des mauvais souvenirs. Le père est conduit, la mère, elle est siège passager, Khouloud, elle est derrière. Elle voit son père, il commence, il roule, et à un moment donné, sur le bord de la route, elle va voir un visage familier. Et vous allez être choqués. Qui elle voit? Elle ne voit pas le vieux. Elle voit la femme de ménage de l'école, de son internat, l'éthiopienne, avec encore ses yeux et ce regard et ce sourire effrayant qui la regarde au bord de cette route où il n'y a même pas beaucoup de passages. Parce que pour aller chez cet imam, il n'habitait pas en ville, il habitait hors de la ville. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait là? Et la Khouloud, elle va se mettre à crier. Et son père, il a crié sec. Elle lui dit, elle dit à ses parents, regardez, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Et les parents, quand ils regardent, les pauvres, ils ne voient rien. Donc, le père, il décide de continuer chez l'imam. L'imam, il lui fait la session et il récite sur elle et tout ça.
Et le père, il lui dit, quand on est en train de venir chez toi, elle a vu la femme, elle m'a raconté, voilà, que quand la première fois elle a revu la chose, c'était que elle qui était contente avec un sourire effrayant. Quand elle voulait aller prendre sa douche, elle l'a vu très tôt le matin. Et là, quand on est en train de venir, apparemment, elle l'a vu sur la route. L'imam, il dit, vous savez quoi? Peut-être que cette femme, elle fait de la sorcellerie et qu'elle travaille avec ses démons, etc. Il faut que vous alliez à l'école et que vous alliez la voir et que tu l'attrapes et que si elle peut ou elle a un rapport avec toute cette histoire, il faut l'obliger à enlever, par exemple, si elle avait fait de la sorcellerie, etc. Le père, il dit ok. Donc, le lendemain, il appelle la directrice, il lui explique le cas, la directrice lui dit il n'y a aucun problème, venez avec Khouloud, comme ça elle peut l'identifier et après on verra ce qu'on va faire. Le père, il dit ok. Donc le lendemain, lui et Khouloud, ils partent à l'école. La directrice, elle les accueille et la directrice, elle fait appeler toutes celles qui travaillent dans l'école. Khouloud, elle s'avance et elle commence à examiner chacun des visages. Sauf que elle les reconnaît pas. Elle les reconnaît pas. Elle reconnaît pas cette femme qu'elle voit, qu'elle a vue déjà 3 fois, elle la reconnaît pas. Elle va chez la directrice, elle lui dit mais il en manque une, elle n'est pas là, celle que je vous dis. Elle commence à lui décrire, elle est comme ci, comme ça. Elle donne des informations et là la directrice, elle lui dit écoute Khouloud, toutes celles qui travaillent avec nous, elles sont là. Elles sont là. Il n'y a aucune absence. C'est toutes celles qui travaillent ici, c'est ces femmes-là. Et la Khouloud, elle ne comprend plus rien. Elle regarde son père. Lui aussi, il ne comprend pas. Bon, ils partent. Et sur la route, Khouloud, elle va comprendre. Et je pense que vous aussi, vous avez compris. En fait, cette Éthiopienne qu'elle voyait, c'était le djinn qui avait pris une forme humaine pour pouvoir en fait être au plus près d'elle sans être démasquée par elle, mais tout en effrayant quoi. Et elle avait compris ça. Et quand elle a dit à son père, il me dit oui, j'avais aussi compris ça depuis l'école, mais je voulais pas te le dire parce que je voulais pas encore plus te rajouter du stress et de la peur, etc. Donc Khouloud, elle va démarrer enfin un grand processus chez cet imam qui va commencer à la soigner. Et de plus en plus, elle voyait encore ce vieux qui pouvait apparaître n'importe où, surtout quand elle était seule dans sa chambre, la nuit, etc. Il venait, il la menaçait. Mais elle restait assidue avec cet imam. Si bien qu'elle a commencé à remarquer que quand le vieux, ce djinn, bismillahirrahmanirrahim, venait, apparaissait dans sa chambre ou bien dans ses rêves, elle voyait en fait qu'il commençait à devenir faible. Comme si qu'il était en train en fait de mourir, mais vraiment à petit feu. Et elle est restée comme ça durant des mois, jusqu'à que, alhamdulillah, merci et grâce à Dieu, elle a pu en fait se soigner. L'imam, il l'a bien soignée, elle aussi, elle s'est bien soignée et elle avait repris une vie normale. Elle voyait plus ce vieil homme. L'imam, il lui a donné un conseil. Il lui a dit que les poèmes, les belles paroles comme ça, c'était envoûtant et que les esprits, les démons, les djinns, et tout ça, ils adorent ça. Ils adorent ça. Et que ce djinni, en fait, il a pris ces paroles-ci comme si c'était pour lui. Et c'est pour ça qu'il est tombé directement amoureux de Khouloud. Et qu'elle pouvait continuer sa poésie, elle pouvait continuer à faire tout ça, mais de ne pas aller les réciter dans des endroits qui sont inhabités, dans des endroits comme ça éloignés. Khouloud, elle faisait toujours ses protections et elle a repris ses études, elle a réussi ses études, elle a eu un bon travail et grâce à Dieu, elle a dit plus jamais elle a revécu ou réu une expérience paranormale comme ça, mais que c'était vraiment traumatisant pour elle parce qu'elle avait l'impression qu'elle ne se débarrasserait jamais
de ce génie amoureux, de ce mauvais esprit amoureux, parce qu'il lui faisait vraiment des promesses, genre qu'il allait jamais la lâcher, qu'il allait jamais l'abandonner, qu'elle lui appartenait, qu'elle pouvait faire des pieds et des mains, que pour lui c'était déjà une affaire classée, décidée, que voilà, elle lui appartenait. Et elle a dit qu'elle s'est vraiment battue, qu'elle a vraiment lutté, mais qu'à la fin, avec sa foi, avec l'imam, avec ses parents, avec tous les gens qui l'ont cru, elle a eu la force et elle s'est battue et elle a réussi à le vaincre. Elle a réussi à le vaincre et elle dit aussi que lui, il avait dit que c'était décidé, mais qu'il ne savait pas que Dieu, il était là pour elle et qu'il l'a aidée parce qu'elle l'a invoqué jour et nuit d'éloigner ce mauvais esprit de sa vie et d'elle, et Dieu, il a intercédé à ses invocations et grâce à ça, elle a pu être libérée de ce satané vieux démon. Donc voilà pour l'histoire d'horreur numéro 1 et maintenant on va passer à l'histoire de sorcellerie que j'ai entendue ici et vraiment vous allez voir que la jalousie ça pousse à faire des choses, surtout que des fois, nous, on a l'impression que les gens qui nous veulent du mal, c'est souvent des gens qui ne sont pas proches de nous. Mais vous allez voir que dans l'histoire de sorcellerie que je vais vous raconter, là, c'était vraiment une personne très proche qui a fait ce mauvais travail. À tout de suite. Donc là, je vais vous commencer l'histoire de la sorcellerie. Mais dans l'immeuble où je suis, il y a des travaux. Donc, vous allez patienter avec moi mes cappuccinos et cappuccinettes parce qu'il faut. Donc, dans l'histoire numéro 2 que je veux raconter, cette histoire de sorcellerie, c'est arrivé à une personne que je connais. Je connais plus sa cousine, mais elle, je la connais aussi très bien. Et sa cousine, quand elle m'a raconté ce qui était arrivé, donc ma copine, pardon, quand elle m'a raconté ce qui était arrivé à sa cousine, j'ai tellement été choquée de cette histoire bouche bée que je lui ai demandé, en fait, de demander à sa cousine si je pouvais la raconter sur la chaîne. Et sa cousine, elle a dit qu'il n'y avait pas de souci et que même s'il me fallait des détails, je pouvais l'appeler directement parce qu'elle est encore marquée. On a un gars koweïtien qui adorait venir passer ses vacances au Maroc et qui va tomber en fait amoureux de la cousine de ma copine. Et donc, il rentre au Koweït, il dit à ses parents, écoutez, moi c'est bon, j'ai trouvé la femme avec qui j'ai envie de passer ma vie entière. Elle est au Maroc, elle est marocaine, elle s'appelle Nawel et je vais me marier avec elle. Sa mère a été contente, elle a voulu que le bonheur de ses enfants et le père aussi. Et il faut savoir que ce mec du Koweït, il n'était pas du tout à plaindre. Il avait vraiment une très belle vie. Et la cousine de ma copine, eux, ils vivent normalement comme vous et moi. Mais le gars, lui, il était vraiment... Voilà, c'est là, quoi. C'est pas n'importe qui. Donc, la tante de notre Koweïtien, la sœur de sa mère, va être au courant par la mère du Koweïtien qu'ils vont descendre au Maroc, demander la main en mariage, la main de la cousine de ma copine. Et la sœur de la mère du Koweïtien, cette information, cette nouvelle ne va pas du tout, mais du tout lui plaire. Pourquoi? Parce que la sœur de notre Koweïtien, sa tante, a elle aussi des filles. Et eux, ils ne sont pas, on va dire, du même rang et du même niveau social que notre Koweïtien. Donc, en secret, la maman, depuis des années, rêvait que notre Koweïtien demande l'une de ses filles en mariage pour qu'ils évoluent à leur tour aussi dans la société. Donc, la tante du Koweïtien, elle va prendre son téléphone et elle va appeler notre Koweïtien pour lui dire pourquoi tu veux aller te marier avec une fille qui n'est pas de ton pays, qui n'a pas les mêmes coutumes que toi, qui n'est même pas de ta famille,
ou normalement tu dois penser d'abord à tes cousines et pourquoi toujours vous voulez vous marier avec des étrangères, etc., etc., etc. Donc notre comédien, en premier lieu, lui dit écoute ma tante, moi tes filles je les adore, je les mets sur ma tête, je les respecte, mais sauf que moi pour moi c'est mes sœurs et je me vois nullement me marier avec l'une d'entre elles. Là, la tante, elle s'énerve et lui dit écoute, moi j'ai accouché mes filles et j'ai accouché mes garçons. Et tu n'es pas un de mes fils, tu es comme mes fils, mais si tu veux te marier avec une de mes filles, c'est pas comme si tu veux te marier avec ta sœur. Il lui dit mais moi je peux pas et je ne veux pas me marier avec une de tes filles, je n'ai pas du tout envie. Donc là, la tante, elle va lui prendre la tête pendant plusieurs minutes au téléphone, jusqu'à arriver au moment des insultes. Et une fois les insultes finies, lui, le coétien, quand sa tante était en train de l'insulter, ça reste sa tante. Donc il est resté dans un certain respect. Même si elle l'insulte, même si elle lui fait quoi, pour lui, c'est la sœur de sa mère, donc il lui voue le même respect qu'à sa mère. Donc il va juste lui dire, d'accord, c'est pas grave si tu le prends comme ça, c'est mieux qu'on raccroche le téléphone. Et là, sa tante, elle va commencer à émettre des menaces. Et elle lui dit, bah vas-y, va te marier avec ta Marocaine, ramène-la, mais ce que je peux te promettre et te jurer devant Dieu, c'est que jamais avec elle, tu vas trouver raha. C'est-à-dire, tu vas jamais être bien avec elle. Tu vas jamais être heureux. Tu vas souffrir. Et ça, c'est moi qui te le jure et qui te le promets. Et là, notre coétien, il va s'énerver, il va lui dire, écoute, fais ce que tu as envie. En gros, je suis désolée, genre, j'en ai rien à foutre. Et il lui raccroche le téléphone au nez. Donc, pendant un moment, ils n'ont pas entendu parler de la tante. Elle venait plus voir sa sœur. Et eux, le coétien, avec ses parents, avec sa famille, ils étaient en train de préparer le voyage au Maroc parce qu'en fait, ça s'est décidé qu'ils allaient faire directement le mariage au Maroc et après, comme ça, directement la cousine, de ma copine puisse aller directement avec son mari maintenant vivre au Koweït. Et donc, les voilà partis, les voilà venus au Maroc. Ces personnes, ma copine, elle est de la ville de Casablanca. Donc, ils se sont retrouvés à Casa, ils ont fait un bête de mariage, elle a eu des bêtes de cadeaux, les familles se sont directement aimées, il y a eu une très belle entente, tout le monde était content, tout le monde était heureux pour eux. Et après, directement, il a pu en fait ramener, je vous ai dit, c'est pas n'importe qui dans la société, sa femme avec lui au Koweït. Ils sont partis après du Koweït, ils devaient y aller aux Maldives pour faire le voyage de noces. Et voilà donc aux Maldives. Et qui dit mariage, dit nuit de noces. Donc la nuit de noces, lui, le Koweïtien, il a rêvé depuis longtemps, quoi. Il voulait vivre ce moment. La cousine de ma copine, elle aussi, ils étaient super amoureux, et voilà quoi. Et arrive le moment de la nuit, donc la femme se prépare, elle avait acheté une très belle tenue, une très belle nuisette, etc. Il a mis une musique romantique, les fleurs étaient là, tout était là pour qu'ils aient une nuit de noces inoubliable. Sauf que l'homme, quand il veut aller s'approcher de sa femme, il ressent comme un poids, il dit. Ahas alay mi jabal. Il sentait un poids lourd. Et la femme aussi. Alors, première tentative, il n'arrive pas à s'approcher de sa femme. Au début, sa femme ne comprend pas, elle aussi. Bon, il décide de se lever. Il va au salon, il s'assoit. Et il dit, ouais, peut-être c'est le stress, il ne faut pas que je stresse, ça va bien se passer, tatati, tatata. Il décide de repartir. Il veut réessayer, rien à faire. Il n'arrive pas à s'approcher de sa femme. Et sa femme, c'est pareil que lui, quoi. À un moment donné, même quand il regarde sa femme, il disait
lui qui l'a trouvée si belle, il était très amoureux et tout, il la voyait plus de la même manière. C'est comme s'il voyait un autre visage. Il était comme dégoûté, écœuré. Et elle aussi. Bon. Ils passent leurs 15 jours aux Maldives. Rien s'est passé entre eux. Quand je dis rien, vous avez compris. Voilà. Rien. Donc, maintenant, ils arrivent aussi à un mois de mariage. Ils étaient rentrés au Koweït. Un jour, maman koweïtienne vient voir son fils. Elle discute avec lui, elle discute. Et elle lui dit, tout se passe bien. Donc, dans tout se passe bien, il faut comprendre si tout se passe bien. J'ai pas envie de... Vous avez compris, on va pas se faire des dessins. Et là, notre ami koweïtien, il va pleurer. Sa mère, elle est choquée. Pourquoi? Elle lui dit, pourquoi tu pleures? Lèche tabki. Et je fais, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoute, je voulais pas t'inquiéter, je voulais pas t'en parler. Mais quand on était aux Maldives, la nuit de noces, j'ai pas pu, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'ai ressenti. Et elle aussi, elle a ressenti la même chose que moi. On n'était pas bien. Donc on avait décidé de, voilà, on avait 15 jours, on avait du temps. Mais durant ces 15 jours, elle est de son côté, moi je suis du mien. Et quand on essaye, on sent un poids, on est comme bloqué. Et depuis qu'on est chez nous aussi, c'est pareil, on n'y arrive pas. Là, la mère, elle lui dit, mais t'es fou, pourquoi tu m'en as pas parlé? Pourquoi tu m'as rien dit? On aurait pu trouver une solution, j'aurais pu demander, voilà, à gauche, à droite et tout. Donc sa mère, elle va commencer à faire une enquête auprès vraiment des personnes à qui elle a confiance, de ses proches. Elle explique, ils lui disent, bah, peut-être qu'en fait, ils ont un suhour, ils ont une sorcellerie. Et le seul moyen pour eux de soigner cette sorcellerie, c'est qu'il faut qu'ils aillent chez un imam qui les aide. Et là, la copine de ma cousine, quand elle me raconte, elle me dit, ils sont entrés dans une aventure. Par aventure, ils vont faire un imam, 2 imams, 3 imams, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois, ces imams-là, ils leur donnaient des trucs à étaler sur eux, des huiles, de l'eau coranisée et tout ça. Et ils leur disaient que voilà, ça irait. Et ils ne sont pas partis chez n'importe quel imam. Ils sont partis aussi bien chez les imams qui ne sont pas connus que des imams très réputés. Mais les pauvres, rien fonctionnait. Ouais. La mère, elle était du Koweïtien, elle était désespérée. Il souffre. Lui, voilà, il a envie de vivre une vie de couple normale. Et elle aussi, elle a envie de vivre une vie de couple normale, quoi. Mais les pauvres, ils n'y arrivaient pas. Un jour, la mère koweïtienne, elle va être invitée à une fête. Et après, elle va en parler avec une dame qu'elle connaît depuis des années, mais qui ne lui était pas tombée dans la tête. Parce que cette femme, elle connaissait beaucoup ce qu'il fallait faire ou les gens qui pouvaient t'aider et qui pouvaient te soigner, etc. Donc, elle lui raconte, elle lui confie ce qui est en train d'arriver à son fils, etc., etc. La femme, elle lui dit, écoute, subhanallah, j'ai une voisine qui a vécu la même chose que ton fils est en train de vivre actuellement avec sa femme. Elle l'a vécu avec son mari. Et il y a des gens qui leur avaient dit qu'il y avait une personne qui arrivait à détruire ces sortilèges, ces sorcelleries-là, mais qu'il était fi Beled Hichem, il habitait dans les pays du Cham, c'est-à-dire Jordanie, Syrie, etc. Mais lui, en l'occurrence, il était en Jordanie. Et qu'il demande beaucoup d'argent, mais qu'à la fin, il y a un résultat garanti. La mère koweïtienne, elle dit, écoute, l'argent, c'est pas un problème. Moi, ce que je veux, c'est que mon fils et que cette fille de bonne famille, ils vivent convenablement, ils vivent une vie de couple normale. Je veux plus qu'ils souffrent comme ça.
Donc, la femme, elle lui dit, écoute, je vais demander à ma voisine le numéro de téléphone de ce monsieur et dès que je l'ai, je te l'envoie et tawakkalou ala Allah, placez votre confiance en Dieu et allez-y. La maman koweïtienne, elle dit ok. Donc, une fois que sa copine, elle lui a rassemblé les informations, elle lui a envoyé, elle va voir son fils. Elle lui dit, écoute, voilà, j'avais rencontré un tel à une fête où j'étais, et voilà, on parlait, et on a parlé de ton sujet. Et voilà, apparemment, cet homme-là, ce monsieur-là, il est en Jordanie, il soit très bien. Bon, il demande de l'argent, mais à la fin, mon fils aura un résultat garanti. Et voilà, tu vas revivre. Lui, il dit, ok, Miskin était désespéré. Là, sa femme, elle lui dit, ouais, on y va. Yallah, bismillah. Donc, il prépare tout, il appelle le monsieur, il lui dit, voilà, il lui explique ce qui lui arrive avec sa femme. Le mec, il lui dit, écoute, moi, j'ai l'habitude. Il y en a beaucoup qui étaient encore plus pires que vous. Et j'ai réussi, c'est pas moi, c'est grâce à Dieu. Nanana, c'est un don, etc., etc. Juste venez chez moi. Moi, mon prix, c'est tant. Et après, tu verras, il y aura un résultat. Il lui dit, ok, moi, c'est pas, voilà, pour l'argent, t'inquiète pas. Je veux juste, voilà, pouvoir vivre normalement et ma femme, pareil. Bon, arrive le jour du départ. Il part que lui et sa femme. Ils arrivent en Jordanie. Il y avait le mec, et il les attendait à l'aéroport. Il les prend de l'aéroport, il les ramène chez lui. Il passe la première nuit chez lui, où il vivait avec sa femme et ses enfants, etc. Et le lendemain matin, tôt, il va réveiller le Koweïtien avec sa femme et ils partent. Et là, la copine, la cousine de ma copine, elle dit qu'ils ont roulé, si bien qu'ils sont arrivés comme Rabat. Rabat, c'est la forêt. Dans une forêt, il n'y avait plus d'habitation, il ne voyait plus de gens. Et le mec, il s'enfonçait dans la forêt. Et il a roulé. Et à un moment donné, il arrête la voiture et il dit, on va continuer à pied parce que là où vous devez rester, on ne peut pas y accéder par voiture. Bon, ils descendent avec leurs valises et ils marchent. Jusqu'à ils arrivent à une maison, c'est comme une petite prairie. Il y a une maison, mais vraiment une maison, petite maison, mais vraiment petite. Et ils rentrent dedans, il y a un lit, un vieux lit. Il n'y a même pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau courante. Il y a des gros bidons, voilà, d'eau, comme ça, des barils. Et c'est tout. Il n'y a pas de confort, rien. Il n'y a pas de toilette, rien. Et là, le Koweïtien, il se regarde avec sa femme. Qu'est-ce qu'on fait là? Où on est déjà? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait là? Le mec qui devait les soigner, il voit bien que le couple, il est en train de se poser des questions entre eux, ils sont en train de se regarder. Et qui commence à être inquiet, quoi. À émettre des regrets. Pourquoi on est venu, en fait? Et là, le mec qui doit les soigner, il leur dit, écoutez, vous allez rester ici 3 jours. Le mec, il le regarde, le Koweïtien, il lui dit, comment ça va rester ici 3 jours? 3 jours ici, moi et ma femme, coupés, pas d'électricité, pas de réseau, pas d'eau, pas de toilette, pas de salle de bain, rien. On va rester là, vous allez nous laisser là. Et s'il y a des bêtes sauvages et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Le mec, il dit, écoute, c'est ça, moi, c'est comme ça que je travaille. Le traitement, c'est ça. Tu dois rester ici 3 jours avec ta femme. Il ressort de la maison, il ouvre le coffre de sa voiture, il prend un sac plastique et il revient. Dans le sac plastique, il y avait des bouteilles d'huile et il lui dit en fait que ça, c'est de l'huile qui est travaillée avec du Coran, etc., etc. Et qu'ils devaient passer ça sur leur corps, qu'il y avait aussi des bouteilles d'eau, ils devaient les boire et que c'était juste 3 jours, ils devaient patienter 3 jours, que ça va être dur, mais qu'après, ils auraient le résultat. Le mec qui regarde, le Koweïtien regarde sa femme, genre, ouais, de toute façon, maintenant on est là, on est venu jusqu'à là, on n'a pas le choix, ma chérie, on va patienter.
la femme, elle a commencé à avoir des larmes dans ses yeux, genre, on va vraiment rester là. Mais le mec, il se disait, ouais, pourquoi pas en fait? Si c'est dur comme ça, c'est sûr que le résultat à la fin, on va être guéri. Donc, la première nuit, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont juste Fanous. Fanous, c'est, vous savez, les lampes comme dans l'ancien temps. Ils ont juste ça, avec des bougies. Rien d'autre. Rien d'autre. La femme, elle pleure, donc lui, il essaie de réconforter sa femme. Après, c'est à heure bien précise qu'il devait passer sur l'huile et boire l'eau qu'il leur avait laissée. Et après, en fait, ils se sont endormis, mais rien s'est passé entre eux. Le lendemain matin, à 9 heures, voilà notre guérisseur qui se pointe chez eux. Il arrive, il avait ramené le petit déjeuner et le repas du midi et quelques fruits et tout ça pour après le soir quand ils auront faim, quoi. Et il a passé toute la journée jusqu'à l'heure d'Al-Maghrib, jusqu'à l'heure de la prière de la fin de journée. Et en fait, quand il restait avec eux, il leur lisait des trucs parce que lui, en fait, il dit que c'était pas du Coran. Ce couple dit que c'était pas du Coran qu'il leur lisait parce qu'ils comprenaient pas les paroles qu'il était en train de dire. Il venait, il mettait sa main sur la tête de la femme et la tête de l'homme et il lisait des choses et des fois il leur poustillonnait dessus et tout. Et il n'y avait rien à part ça. Et durant les 3 jours, ils ont fait ça. La dernière nuit, la femme, elle a pété un câble. Elle a commencé à pleurer, à se frapper, à dire que c'était trop dur, que voilà, que jusqu'à en fait le mari aussi, il a pleuré avec sa femme. Il a pleuré parce qu'il s'était fatigué. Il était en train de se demander en fait pourquoi lui et sa femme, ils méritaient pas le bonheur comme toute personne normale en fait qui se mariait. Pourquoi ils étaient dans une telle misère. Le dernier jour, donc le lendemain, le guérisseur, il vient les chercher. Il leur remet quelques bouteilles, encore des huiles, et il leur dit, vous allez voir, quand vous allez arriver chez vous, quand vous serez chez vous dans votre maison, vous allez voir que vous allez avoir une vie emplie de bonheur et que ça y est, j'ai cassé la sorcellerie sur vous et que vous allez voir la différence. Et qu'après, vous allez m'appeler pour me remercier. Donc là, ils sont à l'aéroport. Le mec, le Koweïtien, il sort une grosse enveloppe d'argent. Il la remet au guérisseur et ils s'en vont. Sauf que malheureusement, en fait, c'était pire. C'était encore plus pire. Il n'y avait aucune évolution, aucune différence. La femme, dès que son mari voulait s'approcher d'elle, elle hurlait, elle criait, elle pleurait. Quand c'était elle qui voulait s'approcher de son mari, c'était lui, le pauvre, qui l'a repoussé, qui était méchant, etc., etc. Il souffrait en fait. Et en fait, le guérisseur, il avait pris l'argent, mais il n'y a rien eu. Ils étaient encore plus pires que ce qu'ils étaient avant de partir. Donc là, ma copine, elle me dit que sa cousine aussi, il y avait son grand frère qui habitait depuis des années au Koweït et que elle allait se confier à lui. Et un jour, elle craque et elle lui raconte, elle lui dit voilà, avec mon mari, côté vie intime, voilà ce qui nous arrive, voilà ce qui nous arrive, voilà ce qui nous arrive. Le frère, il était choqué. Donc un jour, il va voir le mari de sa sœur. Et le mari de sa sœur, il pleure, il craque. Et il lui dit, ouais, voilà ce qui se passe, voilà. Écoute, moi-même, je suis en train de penser que peut-être je vais divorcer ta sœur parce que j'ai pas droit, en fait, de la faire souffrir, quoi. J'ai l'impression que je la retiens en otage alors qu'elle est jeune, qu'elle est belle, qu'il y a 10 milliards d'hommes qui la mériteraient plus que moi. Et là, son beau-frère, il avait trop mal au cœur d'entendre le Koweïtien parler comme ça. Il avait trop mal au cœur. Il lui dit, le Koweïtien, mais tu sais, moi, je voulais pas vous en parler, mais toi, maintenant, tu es comme mon frère. Tout le monde dans ma famille était content que je me marie avec ta sœur, si ce n'est une de mes tantes. Elle était d'ailleurs pas présente quand ta sœur allait arriver au Koweït, quand ma mère elle a fait une petite fête pour la présenter à la famille et tout ça, c'était les seuls qui étaient absents.
Et il lui dit, elle m'avait appelé donc avant que je me marie avec ta sœur, elle m'avait menacée parce qu'en fait elle voulait que je prenne une de ses filles et elle m'avait dit que elle allait jamais, en fait, que j'allais jamais être heureux avec ta sœur en couple quoi. Le grand frère de la mariée, il était choqué. Et un jour, le grand frère, en sortant de la mosquée, il voit un ami à lui qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Et cet ami, il remarque que le grand frère de la femme, il est triste, il n'est pas bien, il a l'air d'être dans ses pensées. Et il lui dit, je sais pas, t'as pas l'air bien, est-ce que t'as pas un problème, etc. Donc là, le grand frère raconte, il dit, voilà, ma petite sœur, elle s'est mariée avec un gars d'ici, c'est une super bonne famille, nous aussi, tu nous connais, on a une bonne famille. Mais voilà, ils ont des embûches et maintenant ça fait 6 mois aujourd'hui qu'ils sont mariés et ils n'arrivent toujours pas en fait à consommer leur mariage. Ils sont partis jusqu'en Jordanie, ils ont vécu la misère durant 3 jours. Il a l'habitude voilà, d'ouvrir les envoûtements comme ça super dur et tout. Au final, ça empire et maintenant... mon beau-frère, il veut divorcer ma petite sœur, mais je sais qu'il est super amoureux d'elle et qu'elle est super amoureuse de lui. Il écoute le grand frère attentivement et il lui dit, tu sais quoi, moi j'ai peut-être la solution. C'est pas pour rien aujourd'hui que Dieu a fait qu'on va se rencontrer ici à la mosquée. Il lui dit, comment ça? Il lui dit, Wallah, moi il y a quelqu'un que je connais qui a vécu à peu près la même chose que ce que ta petite sœur et son mari sont en train de vivre. Et une personne les a soignés. Par contre, elle n'est pas là. Elle est dans les pays du Golfe, Douala, Émirats. Alors, ma copine, elle n'a pas précisé si c'était Dubaï, Abu Dhabi, El Ain, Fujairah, Sharqa, etc. Mais que c'était quelqu'un qui est là-bas, quoi. Ils sont partis le voir et directement après, quand ils sont revenus, c'est comme si en fait, ils mentaient. Ils vivaient normalement, ils revivaient normalement, ils vivaient comme un couple tout à fait normal. Le grand frère, il lui dit, s'il te plaît, trouve-moi le numéro, trouve-moi l'adresse de cette personne et moi, je vais aller avec eux. Donc, ils se reprennent les numéros parce qu'ils s'étaient perdus de vue, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas croisés. Et au bout de 2-3 jours, la personne qu'il avait croisée à la mosquée appelle le grand frère. Elle lui dit, écoute, je t'ai trouvé l'adresse, le prénom, appelle, raconte ce qui est en train d'arriver à ta petite sœur et à ton beau-frère et apparemment, il donne des rendez-vous très vite et allez-y. Le grand frère, il appelle ce monsieur, il explique le cas de sa petite sœur et de son mari. Le monsieur il lui dit, écoute, ok, venez. Le grand frère, il va voir son beau-frère, il lui explique. Sauf que le beau-frère, avec tout ce qu'il avait vécu pendant ces 6 mois, il était découragé. Le Koweïtien, il dit ok. Mais il lui dit par contre, je te jure, j'ai pas envie de moi couper les billets, préparer le voyage et tout. Je te délègue tout. Le grand frère, il dit, il n'y a pas de problème. Et c'est lui qui organise. Et arrive le jour du départ. Et les voilà arrivés dans le pays du Golfe en question, mais qui ne m'a pas été dit. Le grand frère, il appelle le monsieur pour lui dire qu'ils arrivent. Donc il lui redonne bien l'adresse. Et il lui dit par contre, tu viens que toi avec le mari. Vous laissez la femme à l'hôtel. Le grand frère, il dit ok, il n'y a pas de problème. Il laisse la femme à l'hôtel et ils vont prendre un taxi en leur donnant l'adresse. Et quand ils arrivent, ils se font rejeter par les taxis. Personne ne veut aller là-bas parce que déjà c'est loin. Mais comme si qu'ils avaient entendu des choses sur cet endroit, quoi. Et ils vont négocier avec un taxi jusqu'à que, voilà, il va craquer, il va dire ok. Il va leur donner un prix. Le Koweïtien, il dit c'est pas le problème, je te donne même le double, mais il faut que tu me ramènes. Rouler. C'est vrai que c'est vraiment très excentré de la ville. Et à un moment donné, le taxi s'arrête, il coupe le moteur et il dit je vous attends ici, allez faire ce que vous avez à faire. Moi, je m'arrête là, je ne m'avance pas plus. Bon,
Il descend de la voiture, il marche et il arrive à l'endroit qu'il lui avait indiqué. Il frappe au portail et c'est un petit garçon qui ouvre la porte. Donc le beau-frère, il explique voilà, que ton grand-père ou là ton père, je ne sais pas, il nous attend, va lui dire qu'on est là. Donc le petit, il repart en courant et apparaît au bout des 5 minutes et il dit, il vous attend. Donc il rentre, le petit il ferme le portail quand il se ferme, fait un grand bruit. Donc déjà ils avaient peur, ils étaient dans un endroit éloigné, ils ne savent pas aussi si le taxi va vraiment les attendre, ils sont pas bien. Et ils avancent, et ils sont dans une cour, et ils marchent, et il y a une petite maison. Ils rentrent dans cette pièce, qui paraissait petite à l'extérieur, mais en fait c'est une pièce, un salon, ça fait comme un salon, mais super long. Et le monsieur, il était assis au bout de ce salon. De loin, il dit au beau-frère, toi tu restes là-bas, genre assis à côté de l'entrée, et il fait signe au Koweïtien, toi tu avances vers moi. Donc le beau-frère il regarde le Koweïtien, genre, vas-y, dis bismillah, métania, et vas-y. Il y va, son cœur il bat, il n'est pas bien. Le vieux il lui fait signe de s'asseoir en face de lui. Il s'assoit en face de lui. Et le vieux commence à parler avec lui, ça va, tu viens d'où, tatati, tatata. Il lui sort son blaze. Alors que le beau-frère, il n'avait jamais donné le prénom. Il a dit, je viens avec mon beau-frère, mais il lui avait jamais dit son prénom ni le prénom de sa sœur. Et ils parlent, sauf que les questions et tout ça, la discussion qu'ils ont, ça a aucun rapport avec le pourquoi ils sont venus chez lui. Et au bout d'un moment, le vieux, il se lève, il va dans un vieux placard, il ouvre, il prend un bout de tissu blanc, mais ça se voit qu'il était usé par le temps, et il ramène un raraf. Si je trouve, je vais vous mettre la photo. Vous savez, les verres en terre cuite. Il prend ça et il ramène, et c'était rempli d'eau, il pose devant lui et il met le drap sur sa tête, il le pose et il ne se couvre pas le visage. Le vieux monsieur, et il explique au Koweïtien qu'est-ce qui va se passer. Donc il lui dit, voilà, n'aie pas peur, tu ne bouges surtout pas, je vais me couvrir le visage, tu vas m'entendre parler, mais je vais parler dans une langue que tu ne comprendras pas, et après je te dirai ce qu'il en est. Et le Koweïtien, son cœur, il voulait sortir de sa place, mais il est resté courageux. Il lance de temps en temps des regards à son beau-frère, et voilà, ça l'encourage. Et là, le vieux, il couvre sa tête. Et là, ils disent qu'il reste 3 minutes comme ça, à parler, débiter dans une autre langue qu'il ne comprend pas, mais il entend que des fois, il dit le prénom de lui et le prénom de sa femme, alors qu'il n'avait pas donné le prénom de sa femme. Au bout des 3 minutes, il lève le drap et il lui dit, bon, maintenant, ce drap, je vais le mettre sur ta tête. Et quand tu seras en dessous, dans l'eau, tu vas voir, il va se passer quelque chose, mais surtout, n'aie pas peur. Parce que là, j'ai besoin de toi, tu vas m'aider. Moi, j'ai compris ce qui est en train d'arriver à toi et ta femme. Je sais qu'il vous fait ça, mais j'ai besoin que tu vois ça de tes propres yeux. Donc le vieux, il lui met le drap sur le visage. Donc là, il se retrouve le Koweïtien en dessous du drap avec le bol, avec ce verre avec l'eau. Et l'eau, au début, elle est normale. Et il entend à travers le drap le vieux qui lui dit « Reste concentré, n'aie pas peur et tu bouges pas ». Le Koweïtien, il jure sur tout ce qu'il a pu de plus cher que l'eau, elle a commencé à bouger. Elle va commencer à changer de couleur. Donc, comme quand il voyait que ça faisait ces phénomènes-là, eh ben, il a eu peur, c'est normal. Donc, ce qu'il a voulu faire, réflexe, c'est sortir de sous le drap. Mais le vieux, en fait, il avait mis sa main sur sa tête et il le maintenait et lui disait « N'aie pas peur, ne bouge pas, dis-moi ce que tu vois et tout ». Ça a changé de couleur. Et après, il lui dit « Et là, qu'est-ce que tu vois ?» Et là, en fait, le Koweïtien était choqué. Dans l'eau, ça lui a montré une photo. Et ça lui a montré quelle photo? La photo de sa tante. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il voulait absolument qu'il se marie avec l'une de ses filles?
Ça lui a montré une photo d'elle, son visage. Le vieux, il lève le drap et il souriait. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu as vu? Il lui dit, j'ai vu l'eau, ça a bougé, ça a changé de couleur. Il lui dit, mais encore. Il lui dit, j'ai vu une photo d'une femme. Il lui dit, tu la connais cette femme, n'est-ce pas, hein? Tu la connais, elle est très très proche de toi. Et le Koweïtien, il fait comme ça, il dit oui de la tête. Il dit, le vieux, mais elle n'a pas honte, pourtant c'est la sœur de ta mère. Et il était choqué. Comment le vieux, il pouvait savoir que c'était sa tante? Et le vieux, il lui a dit, écoute, moi, je savais très bien quand tu es rentré, ces choses qui sont avec lui, qui travaillent avec lui, je sais pas quoi, ils l'ont tout, comme tout décrit. C'est ta tante qui t'a fait ce travail sur toi et sur ta femme pour que tu sois jamais dans le bonheur. Le travail qu'elle a fait, elle l'a fait dans le quartier qui s'appelle comme ça, dans un bâtiment, et il lui décrit le bâtiment, comment il est. À tel étage, il y a un monsieur d'origine africaine. C'est eux qui leur font le travail. Pourquoi je dis eux? Parce que ta tante, c'est une copine à elle qui l'a ramenée chez lui pour vous faire le travail. Et le travail, elle l'a fait dans quoi? Elle l'a fait dans des poils de barbe à toi. Elle l'a fait dans des cheveux à toi. Elle l'a fait dans des vêtements à toi. Elle avait pris, ça je ne savais même pas que c'était possible, du fil de ses vêtements et elle a travaillé dessus. Et le truc le plus improbable, c'est qu'elle le a fait aussi dans du mouchoir. Donc quand il s'était mouché, elle avait pris ce mouchoir-là. Elle avait réussi à prendre de ses cheveux. Enfin, c'est les choses que le sorcier envoyait. Donc ils avaient pris des cheveux de la femme, ils avaient pris des sous-vêtements à elle, mais aussi ils avaient pris, je suis désolée pour cette information, mais c'est très important, sur une serviette hygiénique à elle, quand elle était en période de règles. Et il lui dit, ils ont travaillé sur ça. Il a fait un travail très grave et très dangereux et très sale et très satanique et très ceci, cela. Et ils ont tout rassemblé dans un sac plastique. Et ce sac plastique, il a été enterré chez toi. Et le vieux, quand il lui raconte, quand il parle, c'est comme s'il n'était plus dans son corps. C'est comme si c'était quelque chose d'autre qui parlait. Parce que la voix changeait et tout. Et il lui dit, la chose, elle est enterrée dans votre jardin, qui donne sur la porte, qui donne sur la qibla, c'est-à-dire la direction de la mosquée. Vous avez un tout petit potager, c'est enterré là-bas. Et tu le déterres. Quand tu le déterres, ta femme, il faut qu'elle ne rentre pas chez toi durant 3 jours et 3 nuits. Elle ne rentre pas chez toi. Tu prends ce travail-là, ce suhour, cette sorcellerie, tu la brûles et tu vas la jeter dans la mer. Et après, avec la puissance de Dieu, tu vas vivre normalement avec ta femme et vous allez vous sentir mieux. Et il lui dit, petite information de plus, mais qui n'a rien à voir avec vous, ta tante ne t'a pas fait qu'à toi de la sorcellerie. Elle travaille, et ce durant des années, son mari. Elle lui fait de la sorcellerie aussi. Le vieux, c'est comme s'il était revenu à lui-même. Et il rigole, il lui parle, il lui dit, Madly, maintenant tu t'en vas et tu fais tout ce qu'on t'a dit et t'inquiète de rien. Donc là, le Koweïtien, il sort une grosse enveloppe, il lui donne de l'argent et ils partent. Sortant de chez le vieux, il se sentait mieux parce que ça y est, enfin, il avait trouvé qui lui avait fait ça, il avait trouvé où ça s'était enterré et il se sentait mieux. Et il a attrapé son beau-frère dans les bras, il lui a fait un gros câlin. Et il lui disait merci, il pleurait et voilà, il se sentait libéré. Ils arrivent là où le taxi les attendait, il leur avait pas mis une balle, il n'était pas parti, il les a bien attendus, ils sont rentrés, il est rentré à l'hôtel, il a raconté tout avec son beau-frère, ce qui est arrivé à sa femme, qui leur avait fait ça, etc., etc. Il lui a dit, quand on va arriver au Koweït, toi tu vas y aller chez ton frère pendant 3 jours, moi je vais faire ce qu'il y a à faire et après tu viens à la maison. Et après le vieux, il a dit avec la puissance de Dieu, voilà, on va vivre normalement. Ils ne perdent pas de temps, le lendemain, ils prennent l'avion, ils arrivent au Koweït. La femme et son frère, ils partent de leur côté
Et lui, le Koweïtien, il appelle son père et sa mère, il leur explique tout de A à Z et il dit à sa mère et à son père de l'attendre à l'endroit où il y avait la sorcellerie avec une pelle et qu'il va venir creuser de lui-même pour que eux aussi, et surtout sa maman, parce que c'est sa sœur l'autre, qu'elle voit ce qu'elle lui a fait. Et il arrive donc chez lui, il trouve ses parents, il y avait la pelle, et il commence à creuser. Il ne creuse pas pendant des heures. C'était même pas bien profondément enterré. Ils sont choqués et il ouvre le sac plastique et il y avait tout ce que le vieux lui avait décrit. Tout était dans le sac plastique. Et la mère, elle était choquée. Le père, il était choqué. Il récitait du Coran, il disait A'udhu billah. Et voilà, ils étaient choqués. Donc directement, ils sont montés dans la voiture, ils ne sont même pas entrés dans la maison. Ils sont partis à la mer. Il a brûlé comme le vieux lui avait dit et elle a jeté tout ça à la mer et retourne chez lui. Il appelle sa femme, il lui dit voilà, j'ai tout fait, maintenant on attend comme il a dit les 3 jours et après tu viens à la maison. Donc les 3 jours passent. La femme repart chez elle, elle part auprès de son mari. Ils sont bien, ils rigolent, ils se sentent légers. Ils se sentent en fait quand elle me racontait, elle a dit c'est comme si ils étaient enfermés avec un cadenas et ça y est, le cadenas il s'est cassé. Et ils ont enfin pu consommer leur nuit de noces, consommer leur mariage, enfin, et tout s'est bien passé et ils vivaient normalement. Sauf que pendant la période où ils vivaient normalement, eux, ils n'avaient pas dit à leur famille. Personne n'était au courant de la misère qu'ils avaient vécue. À part vraiment les proches et intimes à qui ils avaient confiance, quoi. Et un jour, la tante sorcière, je suis désolée, mais la pétasse, elle appelle son neveu pour se foutre de sa gueule. Parce que pour elle, le travail était encore en action. Et donc, lui, quand il voit le numéro de sa tante, il décroche. Et il lui montre rien au début. Il lui dit ça va et tout. Après, elle était déjà en crise de rire hystérique. Et elle lui dit, tu vois, je ne t'avais pas dit que j'allais te faire la misère, que tu vas jamais être heureux avec cette femme, que voilà, tu vas bien regretter de ne pas avoir pris une de mes filles. Je t'avais dit que j'allais jamais te laisser tahani. Tahani, c'est genre que être heureux, être comblé, etc., etc. Il l'a laissé débiter, cracher son venin. Et après, il lui dit, écoute, ta sorcellerie, je vais pas te mentir. Ça faisait 6 mois que j'étais mariée, ça faisait 6 mois que je pouvais pas m'approcher de ma femme, et ma femme, c'était pareil. Et on a souffert. Mais quand Dieu, un jour, il décide d'ouvrir la porte de Rahma, la porte de sa miséricorde, et qui décide que ta souffrance, ça s'arrête là et maintenant, et qu'il te montre et va te donner la solution, alors que tu pensais être arrivé au fond du fond, c'est ce qui nous est arrivé. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai été chez un monsieur dans un autre pays et il m'a soigné et j'ai vu de mes yeux ce qu'il a fait jusqu'à que je t'ai vu apparaître en photo et que j'ai su que c'était toi qui m'avais fait cette sorcellerie pour moi et ma femme pour nous détruire. Je sais chez qui tu vas. Il habite dans telle rue, tel étage. Son ethnie, c'est ça, etc., etc. Et elle commence à bugger. Non, c'est pas vrai. Mais elle savait plus quoi faire, elle savait plus quoi dire, elle savait plus où se mettre. Et il lui dit, tu sais quoi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas me laisser tranquille avec ma femme. Tu vas nous laisser vivre paisiblement. Tu vas t'éloigner de ma mère, parce que ma mère, elle est au courant, elle sait que c'est toi. Et ma mère, elle ne veut plus jamais te voir, parce que tu as voulu faire du mal à son fils. Elle ne veut plus jamais te voir. Et si tu ne me laisses pas tranquille aussi, je vais aller voir ton mari. Et ça me ferait plaisir de lui payer un billet d'avion et de le ramener chez cette vieille personne pour qu'elle lui ouvre enfin les yeux sur la personne mauvaise que tu es. Il lui raccroche le téléphone. Il dit à partir de ce jour-là, elle leur a plus jamais fait de mal. Ils l'ont plus jamais revu. Sa mère au Koweïtien, elle a coupé les ponts avec sa sœur.
Elle parle qu'avec ses nièces parce que les nièces n'ont rien du tout à voir. Elles ne savent pas du tout ce que leur mère fait, que leur mère est une sorcière, ce qu'elle fait à leur père, etc. Et maintenant, la cousine de ma copine, ça j'ai oublié. La cousine de ma copine, maintenant, alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle vit très très bien avec son mari. Ils ont eu des petites jumelles. Ils les ont appelées d'ailleurs Safa et Marwa, comme les montagnes quand on fait le pèlerinage à la Mecque. J'ai trouvé ça trop beau, Safa et Marwa. Ils vivent très très bien. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, avec voilà, qui leur a mis aussi ce monsieur sur le chemin, ils se sont libérés, ils se sont délivrés et ils se sentent très 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 bien et ils n'ont jamais eu d'épisodes bizarres et tout ça dans leur vie. Donc voilà pour l'histoire numéro 2. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Hey, oh, hey, oh. J'espère que ces deux histoires vous ont plu. Franchement, vous savez quoi? Je suis très, très, très mal installée. Aux jambes. En plus, la fenêtre, il fait super chaud. Mais vraiment super chaud. Le soleil, il est là. Mais bon, on va pas se plaindre. La chaleur, voilà. Je kiffe ça. Mais là, j'ai... Hachakoum, je suis désolée, mais j'ai très mal aux fesses. Je vais mettre l'oreiller en dessous. J'ai très, très mal aux fesses. Parce que, regardez le sol. Le sol, c'est ça. C'est dur. Mais je suis trop contente, j'ai réussi à vous faire ces deux histoires, cette histoire d'horreur numéro 1 avec le djinn amoureux, Aloubillah, et cette histoire de sorcellerie tout aussi choquante quoi. Donc voilà, j'espère que ces deux histoires vous auront plu. Si c'est le cas, je vais vous demander de mettre un like, de partager, de vous abonner et de commenter. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire de quelle ville vous êtes. J'ai bien envie de savoir mes vidéos, elles sont regardées où. Ah oui aussi, je voulais vous dire que il y a certains et certaines dans les commentaires qui me disent que je prenais beaucoup de temps pour raconter les histoires et que aussi quand je m'exprimais, j'avais comme un peu de mal, etc. Bon, si je faisais les vidéos comme ça, كانت واحد البنت دايما هي كتمشي مع باها. با كان راجل غني عنده واحد الفيرما كي دايره بالخير وداكشي هو كيربي الناقات. واحد المره البنت مشات مع باها، كانت بنت جميله تروح ويا ابوها ريال غني عنده الغنم وعنده وايد اشياء. Si je racontais en arabe, ça irait plus vite, mais en français, même des fois vous savez quand on traduit des textes anglais et tout ça, c'est pas pareil. Donc je préfère vraiment prendre le temps pour raconter vraiment ce qui s'est passé. Parce que sinon, c'est comme si je me fous de votre gueule et c'est pas possible. Et aussi, il y en a qui me disent, ouais, des fois, dommage, quand tu parles, tu fais des fautes et tout. Les amis, je suis tellement à fond. Moi, il faut savoir, je suis quelqu'un, déjà, je regarde des péplums, je regarde des films de KPDP. Je lis énormément de livres, j'adore la lecture, je faisais beaucoup de théâtre quand j'étais jeune, etc., etc. Donc j'ai une très bonne locution française quand il le faut. Mais quand je raconte les histoires, c'est vrai que quand on est à fond, on a tendance des fois soit à bégayer, soit à faire des erreurs de français énormissimes, etc., etc., etc. Et il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui était timide. Donc là, même moi quand je me regarde en vidéo, je suis choquée parce que par exemple, si un jour vous me rencontrez en vrai, vous allez voir que je suis quelqu'un, je suis trop timide, je suis réservée. Et j'ai bloqué. Et je vous demande pardon, peut-être que ça vous énerve certains ou certaines comment je parle, mais quand je raconte des histoires, même quand il n'y a pas la caméra, quand je raconte surtout ce genre d'histoire, je suis tellement à fond que voilà, je parle d'une manière peut-être qui n'est pas pour plaire à tout le monde, mais en tout cas qui est compréhensible et pour moi c'est le plus important. Je vous fais des vidéos en vacances, déjà vraiment je prends sur mon temps, je vous jure, moi par exemple aujourd'hui c'est vraiment beau, je voulais sortir avec ma mère et mes soeurs et après mes soeurs aussi elles voulaient aller à la piscine, franchement, et je leur ai dit non aujourd'hui je dois tourner la vidéo, bref, donc je prends sur mon temps en vacances et il y en a par exemple qui me dit oui il n'y a pas de micro,
ou oui, la lumière si. Écoutez, dans ma valise, je ne peux pas mettre le micro et je ne peux pas mettre une ring light parce que déjà, à chaque fois maintenant, je dis ouais, quand je serai en vacances, je ne veux pas tourner de vidéo. Il ne faut pas que je tourne de vidéo, il faut que je profite. Mais à chaque fois, en fait, je ne peux pas parce que I love you, quoi. Et d'abord, ces petites remarques, franchement, c'est... Alors que je fais vraiment, c'est un plaisir, mais aussi c'est un effort. Et c'est un sacrifice parce que je vous jure, je suis toute seule. Je suis toute seule. Ils sont tous sortis, ils m'ont laissé, quoi. Et même eux, j'ai l'impression que ça... C'est pas que ça les fait chier, parce qu'ils savent que j'aime, mais ça les gêne, quoi. Parce qu'on ne partage pas des moments ensemble, on est séparés chacune dans notre coin. Donc voilà aussi, donc pour ça, s'il vous plaît, soyez comme... voilà. MDR, petit bug, en fait la dernière partie de la vidéo ne s'était pas enregistrée, donc je parlais dans le vide. Donc je vous disais que je vous faisais de gros bisous, à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.